Bonjour à tous et bienvenue dans la 47e midinale. À la une, aujourd'hui, nous reviendrons sur la visite de Manuel Valls à Rennes, le ministre de l'Intérieur qui s'est rendu dans le quartier du Blône. Anne-Claire Percel l'a suivi. Nous reviendrons également sur cette opposition du Front de gauche et d'Europe Écologie Les Verts au projet de centre des congrès à la place du couvent des Jacobins. Anne-Claire Percel également les a rencontrés. Et puis en deuxième partie d'émission, après l'agenda, nous parlerons de l'implication des festivals dans les démarches de développement durable. Aujourd'hui dans la midinale pour m'accompagner Anne-Claire Percel. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Ronan. On va donc commencer un des deux sujets qui seront évoqués dans cette première partie. Le premier, c'est la visite de Manuel Valls qui était jeudi dernier, le 9 janvier à Rennes, Anne-Claire. Oui, alors après la mise en place du dispositif de caméras de surveillance dans les quartiers nord de Rennes, les élus s'attaquent maintenant au sud de la ville. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, a salué jeudi dernier lors de sa visite à Rennes les actions de la municipalité liées à la lutte contre la délinquance. Très grande métropole, bientôt à 1h30 seulement de Paris, il peut attirer aussi la délinquance. Donc il faut savoir anticiper. Et vous avez ici, mais depuis longtemps, monsieur le maire, cette capacité de réflexion, de dialogue, de partenariat que je veux évidemment saluer et qui me paraît indispensable. Voilà, Manuel Valls qui parlait à un micro, ce qui explique la qualité du son. Anne-Claire. Oui, Manuel Valls a également approuvé la demande faite par la ville de Rennes et la préfecture d'inscrire le quartier du Blône en zone de sécurité prioritaire. D'où une visite éclair du ministre, plus ou moins bien accueillie par les habitants du quartier. Moi j'ai grandi au Blône, j'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu peur. Voilà, ça a été vraiment, le Blône était un quartier vraiment calme, solidaire, on se connaissait tous, il y avait de la solidarité quoi. Donc c'est vrai que là c'est juste depuis l'année dernière en fait que ça a vraiment changé quoi. Le chômage joue beaucoup au niveau des jeunes. Les jeunes vont plus longtemps à l'école, donc ça y fait, retrouver du boulot, c'est pas facile en ZUP Sud, surtout quand on vient de ZUP tout de suite, ça y est, c'est des délinquants et tout, alors que pas du tout. Non mais je sais pas pourquoi il vient, il va dans les trucs comme à Paris, comme ça c'est plus chaud qu'ici. Cette zone prioritaire, ça peut rendre plus difficile l'approche parce que ça nous rend un petit peu dans le sens que le Blône, c'est difficile à vivre, alors qu'au Blône, on y vit bien. Mais à part des groupes de jeunes qui s'incluent et qui grossissent tout le temps et qu'ils sont beaucoup dans la tour noire, là où des jeunes, où j'habite. Et là, on finit par être agressés parce que c'est nous qui devons traverser tous les jours quand ils sont 10, 12, dans le hall même, en train de fumer, en train de vivre des incivilités, quoi. Et nous, habitants, on n'a pas envie d'être piégés comme ça tous les jours, jusqu'à ce qu'on ait vu où était ma boîte aux lettres et qu'on m'appelle par mon prénom. Et ça, j'ai appelé la police. Et en décembre, j'ai réinterpellé des élus, la direction de quartier pour dire, moi je veux plus, soit qu'on est des éducateurs de rue, on n'a peut-être pas besoin toujours de police, mais comment les reprendre, comment les remettre à vivre quelque chose. Pour vous, le fait d'avoir des caméras de surveillance vous protégerait entre guillemets de la délinquance. Qu'est-ce que vous pensez de ce système ? Moi, j'aurais préféré une présence humaine, qu'on ait du relationnel, plus que des vidéos où on est traqué de partout. On sait tout ce qu'on fait, partout où on passe, même nous, du coup. Et ah là là, c'est le monde actuel, c'est le monde d'argent qui fait ça. Et puis que nous, on est si petits ici qu'on pourrait avoir plus de relationnel. Et pendant ce temps-là, les militants du collectif de soutien aux personnes sans papier, souhaitant profiter de la présence du ministre pour énoncer leurs revendications, n'ont pas pu manifester, bloqués par les forces de police au métro Clémenceau. Camille Giraudon, membre du collectif. On est le collectif de soutien aux personnes sans papier de Rennes et quand on a su que Manuel Valls venait à Rennes, on a voulu manifester pour dénoncer la politique d'immigration qui mène, la xénophobie et le racisme qui continuent à exister dans ce pays, à l'encontre des personnes sans papier, les expulsions qui augmentent, le nombre d'expulsions augmente, et le fait que Valls a dit qu'il allait continuer à expulser d'une part, que certes il permettait quelques régularisations, mais en réalité nous ce qu'on veut c'est de la régularisation de toutes les personnes sans papier, et là on en est loin, plus que loin. Ici à Rennes même le nombre de régularisations diminue depuis que le Parti Socialiste est au pouvoir, donc c'est juste hallucinant. Donc voilà tout ce qu'on venait dénoncer, ces propos sur les Roms également, et en fait on nous a interdit de manifester, on nous a cantonné à un périmètre comme ça, encerclé par tout un dispositif policier. On est là depuis 2 heures et lorsqu'on a voulu sortir de ce dispositif pour dissoudre la manifestation, on nous a également interdit d'arrêter de manifester. Donc voilà, on n'a ni pu manifester librement comme on le souhaitait, et là on ne peut pas partir de ce dispositif.
C'est de l'entrave à la liberté de circulation. On est très énervés et on attend de savoir ce qui va se passer et ce qu'on va faire de nous. Solidarité avec les sans-papiers, régularisation de tous les sans-papiers. Non, 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 on expulsion. Enfin, la ville a rappelé que le Blône connaîtra prochainement une grande opération de renouvellement urbain. Sont prévus un conservatoire, un pôle de services subventionné par la ville de Rennes, 2000 à 2500 nouveaux logements, 40 000 m² de bureaux et 20 000 m² d'espaces commerciaux. D'autre part, toujours dans le cadre de la politique de sécurité, la mairie installera bientôt des caméras de surveillance à Italie. Merci beaucoup Anne-Claire pour cet autre regard de la venue du ministre de l'Intérieur jeudi dernier à Rennes, une visite qui a particulièrement été suivie par les médias locaux et nationaux et particulièrement commenté également. Autre sujet commenté, celui qui fait débat entre notamment les écologistes et les socialistes à Rennes, celle du couvent des Jacobins qui sera prochainement transformé en centre des congrès. On en parle dans un instant, toujours avec Anne-Claire, mais pour l'instant, on marque une pause musicale avec We Are Van Peebles, Mineshaft. Les Rennais de We Are Van Peebles à l'instant sur Canal B avec Mineshaft. Nous parlons désormais d'un sujet qui fait polémique, en tout cas qui a fait polémique, mais qui revient sur le devant de la scène politique. C'est le débat qui concerne l'avenir du centre du couvent des Jacobins qui sera prochainement transformé en centre des congrès. Tu t'y intéressais à ce sujet, Anne-Claire? Oui, alors l'idée d'un centre des congrès à Rennes n'est pas nouvelle. En effet, elle date des années 80. En tout cas,
elle a beaucoup fait causer nos élus depuis 2007. Alors après beaucoup d'hésitations sur le lieu, il a d'abord été question du Palais Saint-Georges, puis de la prison des femmes, de la caserne Foch ou encore de la gare SNCF. Le Stade Rennais avait même fait des propositions. Les élus rennais ont finalement opté pour le couvent des Jacobins, et ce depuis le 18 juin 2009. Alors avant cette décision, l'ancien conseiller municipal Les Verts de Rennes, Jean-Marie Guater, affirmait déjà en octobre 2008 son opposition à la réhabilitation du couvent des Jacobins en centre des congrès. C'est au tour aujourd'hui des têtes de liste de changer la ville, alliance entre Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche, Mathieu Teurier et Valérie Faucheux, de ne pas soutenir la majorité dans ses choix d'attribution du marché à l'entreprise Sogea, filiale de Vinci, pour la rénovation du monument. Bon, alors 75 millions qui est confié effectivement à Vinci, alors une filiale de Vinci, mais ça reste Vinci, alors que Vinci a obtenu aussi le marché Notre-Dame-des-Landes. Je dirais, est-ce qu'il y a un choix de l'équipe des socialistes dans le Grand Ouest de privilégier une très grande entreprise? Voilà, on peut se poser des questions. Donc voilà, encore l'impôt qui sert d'une entreprise qui a une logique multinationale, qui a une logique de développer des profits sur le dos des contribuables. Donc, alors évidemment, ce choix-là a encore plus, montre que nous, ce projet participe d'une logique auquel on ne peut pas adhérer, voilà. Et on est sur une idée de du rayonnement de Rennes à l'échelle nationale et voire européenne et internationale. Et voilà, donc pour nous, ça peut pas être acceptable. On sait, c'est les chiffres du ministère du Développement durable. On sait qu'une petite entreprise de l'artisanat, sur des opérations de réhabilitation du logement, 1 million d'euros investis, c'est 14 emplois créés à l'échelle de l'entreprise et ce qu'on appelle les emplois indirects. 75 millions d'euros, on était sur 1400 emplois créés sur le territoire si on avait fait de ces 100 millions d'euros autre chose, et notamment, pourquoi pas, des actions de réhabilitation du logement pour réduire les factures d'énergie des ménages. Voilà, et là, on file 75 millions d'euros à une multinationale qui va créer quelques emplois ponctuellement le temps de la construction, enfin de la réhabilitation du couvent, et puis après plus rien. Alors effectivement, il est dit qu'il y a 25 000 heures d'insertion sociale et professionnelle qui vont être créées, donc qui permettent de l'emploi, mais comme vous le dites, ça ne favorise pas le tissu économique local en fait. Bah, ça va le favoriser en oui et non. Parce qu'il y a des clauses qui font qu'on va pouvoir effectivement faire appel à des entreprises d'insertion. Ces entreprises d'insertion, j'espère qu'elles vont être issues du territoire. Mais c'est pas suffisant, si vous voulez, on aurait pu aller bien plus loin que ça. C'est-à-dire que dans une logique d'un développement durable du territoire, ces 100 millions d'euros-là, ils auraient pu aller à l'ensemble des entreprises du BTP du territoire. Là, aujourd'hui, c'est une multinationale contre laquelle on se bat. En plus, on pense bien sûr à Notre-Dame-des-Landes, mais je rappelle qu'en Russie, ils sont missionnés pour construire une autoroute qui passe à travers une des dernières forêts primaires d'Europe, qu'il y a des barbouzes qui viennent tuer les journalistes et les militants sur place, qui s'opposent à ce projet-là, et qu'on soupçonne Vinci d'être partie prenante de l'armement de ces barbouzes-là, quoi. Voilà, c'est ce type d'entreprise-là auquel on fait appel aujourd'hui pour construire un couvent des Jacobins qui était un centre des congrès qui n'était pas spécialement utile à notre ville. Et en sachant qu'en plus Vinci va sous-traiter avec d'autres entreprises, mais avec au moins 10 ans. Donc en fait, il rince les entreprises locales, mettent à mal leur trésorerie. Voilà, de confier directement les travaux dans le cadre d'une maîtrise d'œuvre conservée par Rennes Métropole aurait permis de consolider les trésoreries de ces mêmes entreprises, plutôt que de les mettre sous la coupe de Vinci. Alors si le choix du site a beaucoup fait parler, c'est parce que d'un côté, le quartier Sainte-Anne a une vocation piétonne et la construction du centre des congrès au couvent des Jacobins n'arrangera pas l'accessibilité du centre-ville. Mais selon la municipalité rennaise, 94% des organisateurs de rencontres professionnelles plébiscitent un site patrimonial. Selon Daniel Delaveau, 90% des congrès tenus en France tournent autour de 800 à 900 personnes. Rennes ne disposait pas d'infrastructures adéquates permettant d'accueillir ce type d'événement. Il faut savoir aussi que le marché du congrès professionnel est très concurrentiel et le tourisme d'affaires représente une manne économique évidente. Alors les opposants au projet ont reproché le calendrier bousculé et le coût non maîtrisé du projet. Le centre des congrès devait être prêt pour 2014, soulignait Daniel Delaveau en février 2009. La fin des travaux sera finalement prévue pour 2016 et la mise en service en 2017. Enfin, si tout se déroule comme prévu. 40 millions d'euros avaient été initialement budgétisés contre 100 millions selon les dernières déclarations de Rennes Métropole.
Vous dites que la construction d'un centre des congrès n'était pas indispensable à Rennes. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que si on regarde en termes de besoins à l'échelle régionale, on sait que des villes comme Nantes, Saint-Malo ou même Vannes et Lorient sont beaucoup plus attractives pour les entreprises en termes de centre de congrès qu'une ville comme Rennes. Et on sait que les études de marché, puisqu'il y a eu des études de marché qui ont été faites justement pour étudier l'opportunité d'un centre des congrès à Rennes, sont assez loin d'être concluantes. À partir de là, on considère que l'argent public qui allait être investi sur ce centre des congrès, place Sainte-Anne, aurait pu aller à d'autres infrastructures qui auraient pu servir directement aux habitants de Rennes. Aujourd'hui, on a une centaine de millions d'euros essentiellement financés par le contribuable qui va servir finalement à quelques grandes entreprises, mais finalement très peu aux Rennais et aux réels besoins qu'il y avait sur un quartier comme le centre-ville, qui était d'avoir pourquoi pas une maison des associations associée à une maison de quartier, pourquoi pas des locaux pour des PME, pourquoi pas des locaux pour des commerces de proximité, une petite salle de concert parce que c'est ça qui manque sur Rennes, notamment avec la fermeture de la salle de la Cité. Bref, il y avait un vrai projet imaginé sur ce lieu qui est magnifique, du couvent des Jacobins, et on pense que la destination de le transformer en centre des congrès n'était pas le bon choix. Le projet, il a été en fait envisagé par Rennes Métropole depuis le 18 juin 2009. Quelles ont été vos actions depuis pour justement empêcher la construction d'un centre des congrès au couvent des Jacobins ? Pour faire l'histoire un petit peu de la décision, ça s'est fait sans concertation. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe au cours de la campagne de 2008, où au départ c'était le Palais Saint-Georges qui était retenu et qui était donc, entre guillemets retenu dans le cadre du projet de Monsieur Delaveau. Et puis hop, il y a eu un petit tour de passe-passe. Dans les 15 derniers jours de la campagne, Daniel Delaveau s'est rallié à la position de Karim Boudjema, qui était quand même à l'UMP à ce moment-là, qui lui proposait que ce soit au couvent des Jacobins. Et donc là, en termes de concertation, de propositions nées un peu de nulle part, on s'est vraiment posé la question. Puis comme l'a dit Mathieu, en termes de marché, en termes de réels besoins, c'était pas une priorité. On est dans un contexte de crise. On veut être, nous, des élus responsables, où il est hors de question d'utiliser l'argent public qui naît de l'impôt et pour des choses qui ne sont pas nécessaires dans l'immédiat. Dans une ère où l'argent coulerait à flot, où il n'y aurait absolument aucun problème budgétaire pour qui que ce soit, c'était peut-être envisageable. Mais là, c'était pas une nécessité, une priorité. Alors, Rennes Métropole disait qu'à Rennes, il y a 400 manifestations professionnelles annuelles, que 80% de ces manifestations accueillent entre 50 et 1000 personnes. Est-ce que vous connaissez, quelles étaient les infrastructures avant pour accueillir ces personnes ? Donc vous disiez que c'était pas envisageable. Est-ce que finalement il n'y a pas quand même un besoin par rapport aux autres villes comme Nantes, aux grosses métropoles en France ? Et justement, c'est un marché très concurrentiel. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller piquer quelques congrès pharmaceutiques à Saint-Malo. Donc c'est aussi mettre à mal Saint-Malo, qui a aussi financé par l'argent public son palais des congrès. Enfin, on est dans la concurrence entre les territoires, donc c'est pas nécessaire. Le vrai besoin sur Rennes, et ça c'était pas rien que le centre-ville, le vrai besoin, c'est un besoin de salles pour les associations, pour justement le foisonnement culturel, artistique, associatif qui existe sur Rennes. Et là, il y a un manque criant. Même pour nous qui faisons de la politique au quotidien, on a un mal fou à louer une salle. Voilà, c'est les calendriers sont exponentiels des uns et des autres, et c'est très difficile. Dans le cadre de quartier, moi j'habite Borgard, qui crée sa nouvelle salle, sa nouvelle maison de quartier, on sait déjà qu'elle est sous-dimensionnée. Le cadran qui va être inauguré au mois de septembre l'année prochaine, il y a déjà c'est déjà pas assez grand ce qu'ils vont développer. Donc la priorité, la nécessité, c'était de développer des salles pour les assos. Ça pouvait être une maison des associations. Avec ces 100 millions d'euros, vous auriez peut-être, vous, créé des maisons des associations ou disséminer des salles polyvalentes un petit peu partout. Il y a un choix de société. C'est-à-dire, est-ce qu'on concentre l'essentiel des fonds publics sur une seule grande infrastructure qui va servir à quelques personnes, ou est-ce qu'au contraire, on utilise l'argent public au mieux, de manière équitable et juste, et pour qu'elle serve au plus grand nombre et à la majorité de la population ? Et nous, clairement, notre choix, il va sur la seconde option, quoi. Et avec 100 millions d'euros, on peut faire énormément de choses. Vous posez la question, effectivement, de savoir où se tenaient les réunions d'entreprise avant. Visiblement, elles trouvaient quand même des lieux pour le faire.
puisqu'elle se tenait bien à Rennes. On a des universités avec des amphithéâtres, on a dans le cadre du réaménagement de la gare, il y avait des possibilités aussi d'envisager quelque chose s'il y avait des besoins. Donc voilà, il y avait tout un panel finalement d'options qui était possible, plutôt que, je le redis encore une fois, cette infrastructure qui est un coût gigantesque pour notre agglomération. C'est de l'argent qu'on ne pourra pas utiliser pour autre chose, quoi. Donc j'imagine que vous avez fait part de votre opinion à la majorité. Qu'est-ce que vous envisagez auprès de votre électorat aujourd'hui pour sensibiliser votre électorat ? Alors, on a mené plusieurs actions dans les années précédentes. Je sais qu'au niveau d'Europe Écologie Les Verts, par exemple, on avait 2 élus à l'agglomération rennaise qui ont bataillé contre ce projet. Mais surtout, la difficulté dans laquelle on va être aujourd'hui, c'est que les appels d'offres sont lancés, le chantier a avancé lui aussi, donc on a quand même une infrastructure qui est en train de se construire. Donc pour nous, l'enjeu, c'est que si demain on arrive aux responsabilités à la ville de Rennes et à l'agglomération rennaise, on va être tributaire finalement de cet héritage-là. Donc il va falloir qu'on fasse avec. Et donc l'idée, c'est pas tellement de remettre en cause le chantier, parce que au final, on pense que la façon dont va être réhabilité le couvent des Jacobins, il permet de l'utiliser à d'autres fins qu'un centre des congrès. Et donc nous, notre souci, ça va être celui-là. De toute façon, l'équilibre économique du couvent des Jacobins seulement en centre des congrès, il n'est pas assuré, clairement. Donc il va falloir trouver d'autres activités à ce centre-là. Et nous, c'est là qu'on veut construire avec les habitants, encore une fois, notamment du quartier centre, puisque c'est une infrastructure qui est quand même sur le quartier centre, pour imaginer ce que pourrait être ce lieu dans les années qui viennent. Voilà, Mathieu Teurier et Valérie Faucheux, tête de liste de Changer la Ville, candidat Europe Écologie Les Verts et Front de Gauche aux prochaines municipales. Si vous nous rejoignez à l'instant dans la Midinale, Anne-Claire. Oui, alors Mathieu Teurier disait tout à l'heure que la création d'un centre des congrès n'était pas indispensable à Rennes. Contrairement à cela, la majorité actuelle pense que le nouveau centre des congrès rennais confortera le rayonnement de la métropole en Bretagne et interviendrait en soutien à celui de Saint-Malo, ayant une capacité maximum de 1500 places. Alors pour info, celui de Rennes disposerait d'un auditorium de 1000 places, un autre de 300, une salle de 500 places et une vingtaine de salles de réunion. Et on peut se demander si les partis opposés au projet ont mené des actions suffisamment percutantes pour l'éviter. Comment des citoyens peuvent se mobiliser contre un projet comme celui-là, ou au moins avoir leur mot à dire. Nous, il y a quelque chose qu'on défend très très fortement dans notre programme, c'est la mise en œuvre des référendums d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que un certain pourcentage de Rennais et de Rennaises, imaginons 5%, peuvent par pétition exiger la mise en œuvre d'un référendum local sur un sujet qui concerne Rennes. Et si on avait mis en place ce dispositif lors du mandat précédent, on aurait pu imaginer qu'un projet comme celui du couvent des Jacobins puisse être réellement mis au débat, voire même au vote des Rennais et des Rennaises. Et là, on aurait une décision tranchée avec un projet incontestable. Alors ça, c'est dans notre projet, clairement, c'est favoriser le référendum d'initiative citoyenne et se donner aussi la possibilité, parce que le référendum, il peut venir soit d'une initiative des citoyens, mais aussi d'une initiative des élus du conseil municipal qui considèrent que sur un sujet, ils n'ont pas forcément l'ensemble des clés pour trancher, ils se retournent vers les Rennais et donc ils décident de consulter les Rennais par référendum. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors d'accord ou pas, à l'heure où les travaux débutent, les dernières déclarations des partis opposés au projet n'y changeront pas grand-chose, si ce n'est peut-être de donner du poids à leur électorat. Et bien évidemment, on suivra la suite de ce débat dans la Midinale, puisque vous le savez, nous couvrons les élections municipales en essayant de donner la parole aux différents partis, aux différentes forces politiques. Merci Anne-Claire, tu restes à mes côtés sur le plateau de la Midinale. Dans un instant, nous recevons Émilie Charbonnel du collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Nous devrions aussi recevoir Katia Garance du festival Mythe aussi. Elle arrive, il y a pas mal de monde sur la route, mais pour le moment, on va faire une pause culturelle dans cette Midinale avec l'agenda de Noémie Vermeussen. Vos rendez-vous avec la culture à Rennes et en Ille-et-Vilaine, c'est tout de suite dans l'agenda de Canal B. Mardi 14 janvier à Rennes, le groupe Vertigo présente Mirror-Teeth à la MJC La Paillette à Rennes. Mirror-Teeth est une comédie mettant en scène une famille middle class occidentale bien sous tout rapport dans un espace de vie en huis clos digne d'un sitcom. Suite au grand succès rencontré par le spectacle lors des 4 représentations la saison dernière, beaucoup d'entre vous n'ont pu y assister. Voici l'opportunité de le découvrir ou le revoir avant que l'équipe ne parte sur les routes. Rendez-vous à La Paillette le mardi 14 janvier dès 20h. Les tarifs varient de 5 à 13 €. Du
Du mardi 14 janvier au 19 février, découvrez l'exposition Gastrula d'Anne Lemay au volume à Verne-sur-Sèche. Anne Lemay crée des sculptures monumentales proposant aux visiteurs une expérience physique et intérieure. L'artiste évolue entre poésie et précision, liberté et exactitude. Elle trace des courbes, dessine le vide, découpe l'espace, sculpte notre regard. Au volume, elle présente Gastrula, la chute d'une goutte d'eau immobilisée dans un cube de 3 mètres de côté. Gastrula sera exposée du 14 janvier au 19 février et le vendredi 24 janvier, l'exposition sera ouverte en compagnie de l'artiste Anne Lemay à partir de 19h. Tous les renseignements et horaires sur le site levolume.fr. Du 14 au 16 janvier, le TNB accueille Before Your Eyes, le spectacle de Gob Squad et Campo. Quel regard porte un adolescent sur son propre corps en pleine mutation? Comment se projette-t-il à 20, 39 ou 70 ans quand il a 12 ans? Féru de performances qui croisent théâtre, art, médias et vie réelle, les Anglo-Allemands de Gob Squad offrent la scène à 14 préadolescents belges. Dans un espace enclos de miroirs sans teint, ces jeunes, âgés de 10 à 14 ans, débattent de ce qu'ils sont, de ce qu'ils seront, confrontés à leur image filmée 1 à 2 ans plus tôt. Pendant 3 ans, Gob Squad a demandé à ces garçons et filles de s'interroger sur le monde qui les entoure et sur eux-mêmes face à une caméra. Le spectateur observe de manière directe, sur scène et indirecte, vidéo, cette expérience partagée. Before Your Eyes est représenté les mardis 14, mercredi 15 et jeudi 16 janvier au TNB à Rennes. Le spectacle est en néerlandais, surtitré français et les tarifs varient de 7 à 25 €. Voilà pour l'agenda, la midinale se poursuit tout de suite sur Canal B. Merci à Noémie Vermeussen pour la préparation de cet agenda. Le saviez-vous, pendant que vous profitez de la programmation artistique d'un festival, en coulisses, les organisateurs s'activent pour faire de ce rendez-vous un moment ancré dans une logique de développement durable et solidaire. Désormais, les acteurs du monde de la culture semblent accorder une place de choix au développement durable, à tel point qu'en Bretagne, 25 festivals ont décidé de se regrouper au sein du collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Un collectif représenté aujourd'hui dans la midinale par Émilie Charbonnel, en charge de la communication du collectif. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors normalement nous devrions recevoir dans quelques instants Katia Garance du festival Mythos, qui est un des festivals, membre du collectif. On va y revenir dans un instant. Mais ma première question, elle sera simple pour éclairer nos éditeurs. Quel est l'intérêt pour les festivals de s'engager dans une logique de développement durable et solidaire ? L'intérêt, alors déjà de s'engager dans une démarche de développement durable et solidaire, c'est de rendre leur projet plus cohérent, notamment avec les valeurs qu'ils peuvent porter, de réduire notamment leur impact sur l'environnement, parce qu'un festival c'est quand même un événement qui amène beaucoup de monde sur un petit territoire pendant un court laps de temps, et c'est pour ça que notamment les festivals ont été les précurseurs au niveau du secteur culturel dans ces à s'emparer de ces questions du développement durable et solidaire. Donc voilà, il faut essayer de réduire ces impacts négatifs sur l'environnement, notamment il y a toute la question des déplacements, de l'énergie et puis des déchets qui sont importantes sur les festivals. Et puis ils sont aussi concernés par tout ce qui est de l'ordre de l'accessibilité à la culture pour le plus grand nombre, de l'éducation artistique aussi. Et puis c'est aussi un secteur économique à part entière, avec des équipes à manager, avec beaucoup de bénévoles aussi, qui est vraiment une composante très importante des festivals, et donc qui donne beaucoup de richesse au projet. Oui, on parle d'argent, justement. J'imagine qu'il y a aussi un enjeu financier, puisque des festivals qui proposent des démarches de développement durable, des actions culturelles, comme on peut appeler ça dans le milieu culturel, vont recevoir plus de subventions publiques pour mettre en place ces actions, non ? Alors, c'est vrai que les actions culturelles sont plus facilement financées que le fonctionnement à présent. Après, il peut avoir des festivals qui le font effectivement, notamment pour ça, pour les aider à fonctionner. Mais c'est vrai que c'est aussi ancré dans les projets et puis dans les valeurs de certains festivals, notamment à Rennes. J'imagine aussi qu'il y a un enjeu d'image et de communication. C'est ce qu'on appelle généralement dans le marketing le greenwashing ou l'éco-blanchissement en bon français. Une pratique qu'on retrouve beaucoup dans le privé avec McDo ou le secteur automobile, pour essayer de se donner une image green, une image verte. C'est de la communication, ça. Alors il y a le côté communication. Après, le
greenwashing, c'est quand même très négatif et c'est plutôt inventer et verdir son image alors que derrière il n'y a pas beaucoup d'action. Là, certains festivals du collectif font beaucoup de choses sans forcément communiquer dessus. Il y a beaucoup de choses, je pense, que les publics ne connaissent pas, qui sont vraiment de l'ordre de la production. Donc il n'y a pas que ça. Après, c'est quand même important de valoriser ce qu'ils font et aussi pour sensibiliser en fait, parce que le festival, c'est un lieu de loisirs où les gens sont disponibles, peuvent écouter ce qu'on leur dit et peuvent du coup apprendre de nouveaux comportements qu'ils réutiliseront chez eux en fait. On va parler dans un instant de cette sensibilisation vers le public directement des festivals. Est-ce que les festivals justement ils ont quelque chose à perdre là-dedans ? Dans les démarches de développement durable, je pense pas qu'il y ait des choses à perdre. Je pense que, pour ce qui est des festivals du collectif, ils avancent. En tout cas, c'est pas toujours évident, c'est sûr, parce que c'est pas forcément leur métier. Ils ont pas forcément en interne les compétences, mais c'est pour ça que le collectif est aussi là pour les accompagner. On est toujours en fait dans une démarche d'amélioration continue. C'est un des principes du développement durable. Avant les premières réflexions des festivals, c'était il y a 10 ans à peu près. C'était en 2005. En 2005, donc il y a presque 10 ans, il y a 9 ans. Maintenant, est-ce qu'on estimait que, en tout cas les festivals eux-mêmes estimaient que la culture était peut-être trop éloignée des préoccupations quotidiennes et notamment donc de ces préoccupations de développement durable en concentrant un événement sur quelques jours ? Je pense que il y a beaucoup de choses qui le développement durable, c'est une notion un peu galvaudée, c'est un mot qui veut un peu tout dire et rien dire, je pense qu'en fait les festivals faisaient déjà des choses, mais sans peut-être mettre un nom dessus en fait. Donc je pense que c'est vraiment il y a vraiment des liens à faire entre événements et entre culture et développement durable. Alors aujourd'hui, je le disais en intro, 25 festivals bretons, 26 même, qui est le dernier venu ? Yaouank qui est arrivé en 2013. Donc 26 festivals bretons sont engagés dans le collectif. On peut donc citer Yaouank, il y a aussi les Vieilles Charrues, les Transmusicales, Panorama, le festival photo de la Gacilly ou encore Mythos qui devait être représenté ce midi. Comment ces festivals ils s'engagent concrètement pour le développement durable et solidaire au-delà des beaux discours ? Quelles sont les actions concrètes qu'ils mettent en place ? Ça passe par vraiment plein de choses. Donc nous, il s'appuie sur une charte qui a été écrite en 2007 et puis elle est réadaptée. Et en fait, cette charte, elle est vraiment, elle s'est inspirée de l'agenda 21 local, qui repose sur 5 finalités qui ne sont pas seulement environnementales, mais aussi sociales et économiques. Donc concrètement, ça peut se traduire par plein de choses. Au niveau environnemental, il y a quelques actions que les publics peuvent directement voir, donc quelque chose qui est assez emblématique, dont on parle souvent, c'est cette histoire de gobelets réutilisables, qui a vraiment amélioré la gestion des déchets dans les festivals. Il y a aussi donc les questions énergétiques qui sont plus compliquées, ça demande des compétences, des moyens, mais beaucoup de festivals commencent à s'y mettre. Les transmusicales notamment ont des éclairages économes en énergie. Et il y a quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, c'est les déplacement des publics, parce que grâce à des études des bilans gaz à effet de serre, on s'est rendu compte que c'était vraiment les déplacements des publics, comme dans n'importe quelle activité humaine, c'est les déplacements qui impactent le plus sur l'environnement. Donc nous on essaie de travailler là-dessus avec des festivals pilotes, mais aussi avec d'autres, à mettre en place des transports en commun, à encourager le covoiturage. Tout ce qui est les navettes par exemple pour les transmusicales qui ont beaucoup de succès, parce que c'est des enjeux environnementaux mais aussi de sécurité, la sécurité routière, et puis de mobilité et d'accessibilité. Donc sur les aspects environnementaux et puis bien sûr tout ce qui est aussi réduction et tri des déchets. Et après, plus largement, c'est tout ce qui est accessibilité à la culture et pour les publics éloignés, donc ou empêchés, grâce à des actions culturelles. On va notamment... Ce qu'on appelle les publics empêchés, ce sont notamment les personnes qui n'ont pas accès à la culture quotidiennement, ou éventuellement, par exemple, les prisonniers. Voilà, donc soit pour des raisons financières, donc là on peut mettre en place des tarifs réduits, des gratuités. À Rennes, il y a notamment le tarif sortir qui est très intéressant, mais aussi des publics éloignés plutôt socialement, donc effectivement soit parce qu'ils sont à l'hôpital, en prison, mais aussi parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc on va vers eux en mettant en place une médiation en fait. Et puis il y a aussi la question de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap qui fait partie de nos priorités là sur 2013-2015, notamment parce que la loi sur l'égalité des chances de 2005 est applicable au 1er janvier 2015 et les festivals se doivent d'être accessibles à tous les handicaps, donc pas seulement aux personnes à mobilité réduite, mais aussi aux personnes malvoyantes ou malentendantes ou aux personnes handicapées mentales. On a d'ailleurs appris aujourd'hui qu'à Rennes, tous les lieux ne seraient pas accessibles pour 2015.
Petite parenthèse d'actu. Sans doute. C'est compliqué même pour les collectivités, effectivement. Même les mairies peuvent avoir du mal à rentrer dans les normes. Donc, vous voyez, ces questions d'accessibilité, d'éducation artistique, et puis tout ce qui est, voilà, de l'ordre du bénévolat, de la valorisation du bénévolat, de comment on les accueille, comment on fait en sorte qu'ils participent au projet, et puis la gestion des équipes aussi, la formation des équipes. Donc ça, c'est pour tout ce qui est sur plutôt la sphère sociale, et puis il y a la sphère économique, c'est du favoriser le tissu local, par exemple, acheter bio, local, équitable, avoir des partenariats cohérents et sur la durée avec des partenaires qui ont les mêmes valeurs en fait que le festival, par exemple. Voilà pour des choses concrètes. Il y a aussi, vous voyez, il y a la communication aussi, communication responsable. L'accompagnement artistique, j'ai oublié, du côté des artistes, l'accompagnement à la création et à la diffusion des jeunes artistes notamment. Il y a plein de choses, on l'aura compris. Toujours concrètement, comment on peut juger objectivement qu'un festival a une bonne démarche environnementale, par exemple, enfin, je prends l'exemple de l'environnement, mais ou une bonne démarche solidaire, parce que je vois sur le site du collectif que chaque festival s'engage à évaluer ses actions à l'issue de son édition. Ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'outils objectifs et que finalement les festivals se valorisent eux-mêmes? Alors, il y a des outils objectifs sur l'environnement. Il y a des bilans, voilà, gaz à effet de serre ou bilan carbone. On peut avoir des outils pour ce qui est de l'économique aussi, même si c'est compliqué, l'impact économique. Et justement, ça rejoint une autre de nos priorités. On se demandait comment justement évaluer mieux les actions qui étaient en rapport avec l'humain, justement l'accessibilité, l'éducation artistique. Et en fait, on est justement dans une démarche d'évaluation de l'utilité sociale des festivals, alors avec un groupe pilote de 8 festivals qui sont essentiellement sur la région rennaise d'ailleurs, et donc voilà, on va ensuite pouvoir dupliquer ça, et c'est pour connaître, c'est un système qui permet d'évaluer objectivement, mais pas que quantitativement, l'impact des festivals sur les habitants, le territoire ou plus largement la société en fait. Mais l'évaluation, c'est quelque chose de compliqué à mettre en place parce que voilà, ça demande c'est des compétences, ça demande, en France en plus, on n'a pas a priori pas la culture de l'évaluation comme dans d'autres pays d'Europe. Donc on essaye d'inventer des choses. Pour l'instant, on est peut-être plus dans une logique de suivi des actions, d'essayer d'améliorer et de voir en faisant un bilan et des perspectives, de voir comment on peut s'améliorer. Et puis on a d'autres dispositifs. On fait des visites, ce qu'on appelle les regards partagés. Donc tous les 3 ans, chaque festival du collectif est visité par 2, 3, 4 autres personnes d'autres festivals. C'est aussi un super moyen de favoriser l'interconnaissance et le partage et la mutualisation des savoirs. Il n'y a pas seulement l'espionnage industriel. Pas seulement. Justement, vous parliez de ce qui se fait ailleurs en Europe. Est-ce qu'il y a des exemples peut-être de pays à suivre en termes de qualité des festivals sur le développement durable? Alors, on ne connaît pas encore très bien, mais c'est justement ce qui se passe en Europe, mais c'est juste dans nos préoccupations du moment. On aimerait bien voir effectivement ce qui se fait. On sait qu'il y a des pays, notamment, je crois qu'en Angleterre, il y a des choses qui se font, peut-être dans les pays scandinaves aussi, mais on ne connaît pas encore. On disait justement qu'il fallait qu'on commence à aller voir, mais il y a aussi de la richesse en France. En fait, il y a des dispositifs qui ressemblent aux nôtres, qui existent dans plusieurs autres régions. On va continuer de parler dans un instant du collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Peut-être que tous les auditeurs ne le connaissent pas. On va parler des actions du collectif et également de développement durable bien évidemment, mais pour le moment on va marquer une courte pause musicale avec The Fleshtones, Hipster Heaven, tout de suite sur Canal B. Just
The Fleshtones à l'instant sur Canal B avec Hipster Heaven. Nous parlons toujours de l'implication des festivals pour le développement durable et solidaire en compagnie d'Émilie Charbonnel du collectif des festivals engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Et puis Katia Garance qui vient de nous rejoindre en plateau pour le festival Mythos. Bonjour à vous. Bonjour. Tout est soufflé, allez-y, prenez de l'eau, ça fera de mal à personne. On évoquait à l'instant le rôle du collectif et également on parlait de développement durable et solidaire au sens large. Est-ce que c'est le rôle des festivals de s'investir autant et de sensibiliser au développement durable ? Alors c'est de s'investir dans le développement durable, c'est leur rôle comme tout un chacun, comme n'importe quelle organisation. Je pense qu'il faut là tout le monde doit s'y mettre, comme chaque entreprise, chaque association, et ils peuvent avoir un rôle de sensibilisation parce que justement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment un lieu de loisirs où les gens peuvent être disponibles et écouter ce qu'on a à leur dire et prendre les choses mieux. Sans avoir, il n'y a pas un discours culpabilisant derrière et peuvent être sensibilisés grâce à un événement festif. Oui, Katia. Oui, la question se pose pas dans ces termes-là. C'est-à-dire que pour nous, c'est logique. Ça fait partie de notre action, de tout ce qu'on fait. Donc, à partir du moment où c'est logique pour nous et c'est une logique qu'on a à la maison, on le fait sur un festival. Est-ce que la population des festivals, elle est déjà un petit peu sensibilisée, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants notamment qui sont sensibilisés tout au long de leur scolarité à ces problématiques de développement durable. Est-ce que du coup vous adressez déjà à un public qui est sensibilisé, qui connaît ces problématiques ? Oui, il y a sûrement des choses et surtout ils sont de plus en plus habitués à voir certaines actions, celles qui sont visibles en tout cas sur les festivals, comme le tri des déchets, comme les gobelets, en tout cas tout ce qui est action environnementale. Après ça peut aussi valoir le coup de les sensibiliser au reste, à ce qui est moins visible. Et je pense qu'on l'est jamais assez. Il y a toujours des choses à apprendre et notamment tout ce qui se passe derrière dans les coulisses. Les publics sont pas forcément au courant de tout le travail que doit faire un festival pour justement se tenir. Anne-Claire, une question. Oui, vous êtes vous êtes là pour sensibiliser deux cibles en fait. Il y a d'un côté les festivaliers et puis d'un autre côté les organisateurs du festival. Donc vous n'aimez pas trop le terme de contrôle, mais pour vérifier en fait que tout se passe bien et que tout est écologiquement parlant, ça tient debout. Maintenant, à part les gobelets, les toilettes sèches, etc. qu'on connaît bien, est-ce que vous avez d'autres idées à donner en ce moment qui sont un peu moins connus sur les festivals en général? Alors effectivement, nous, au niveau du collectif, pour le moment, on s'adresse pas aux festivaliers, on s'adresse effectivement juste aux professionnels, D'accord. Que ce soit les festivals ou les acteurs culturels ou les organisateurs d'événements en général. Par contre, on peut accompagner les festivals dans la sensibilisation justement, parce que ce sont eux qui parlent aux festivaliers finalement. Et oui, il y a plein de choses. On l'évoquait tout à l'heure. Tout ce qui est fait vers les publics donc dits éloignés ou empêchés, que les publics lambda ne connaissent pas forcément. Et puis il y a tout ce qui est aussi de l'ordre des achats, de comment le festival se produit, vers qui il va pour ses partenariats par exemple. Il y a beaucoup de choses en termes d'accessibilité également. Toutes les actions que je décrivais tout à l'heure. Katia Garance, il y a peut-être des exemples à Mythos par exemple. Oui, je voudrais aussi mettre l'accent sur le côté collectif, c'est-à-dire que on peut avoir des achats groupés, on peut avoir des bonnes idées et les tester sur plusieurs festivals avec plusieurs publics et très vite. Avec 26 festivals, on peut avoir soit c'est une fausse bonne idée, soit on peut aller plus loin. Donc c'est aussi la force du collectif, c'est d'essayer ensemble dans différentes postures quelque part suivant le projet de chacun. Donc oui, des bonnes idées, on en a plein. Maintenant, je pense qu'au niveau du collectif, on est plus sur de l'achat groupé et d'échange de bons procédés. Mais les actions concrètes... On a toute une réflexion sur les gobelets. Les fameux. Les fameux, ça fait beaucoup. On discute beaucoup autour de ça. On a beaucoup autour de la médiation, de comment on peut accueillir les publics, de tout ce qui est l'impact aussi d'un festival sur le bénévole. On peut
on peut changer la vie, en tout cas le projet de vie d'une personne qui est bénévole sur le festival. Donc on parle beaucoup de ces impacts au niveau humain aussi. Alors bien évidemment, vous essayez de sensibiliser le plus grand nombre à terme, mais pas sûr que tout le monde comprenne quand on parle de RSO par exemple, de responsabilité sociétale des organisations d'Agenda 21 ou d'ISO 26000. On est vraiment dans un dialogue entre initiés avec des termes très techniques. Alors qu'on est tous concernés, comment vous allez faire en sorte que le plus grand nombre soit sensibilisé malgré des termes aussi techniques ? Oui, ça c'est un rôle de vulgarisation de tous ces termes. Pour nous aussi, on essaie de pas tomber justement dans ces grands discours. Voilà, donc on essaie d'être plus concret. Quand on fait des toilettes sèches, c'est très concret. Donc voilà, on a aussi une sensibilisation autour de nos gestes et de notre façon de parler, de voir les choses et de pas se laisser noyer dans toutes ces normes et qui sont obscures pour nous aussi. Est-ce que le festival, le collectif et les festivals ont un rôle politique également, par exemple auprès des collectivités locales qui financent le festival et le collectif, certes, mais que vous pouvez aussi interpeller sur certaines problématiques? Oui, bien sûr. Enfin, c'est la force du collectif aussi. Donc le collectif des festivals est très bien soutenu par les collectivités et pris en compte aussi. Enfin, je pense vraiment qu'ils nous entendent. Donc, on peut effectivement les interpeller. Là, sur les déplacements des publics, par exemple, on a travaillé avec les collectivités, avec donc plusieurs conseils généraux. On travaille étroitement avec la région et avec l'ADEME Bretagne. Par exemple, il y a eu des choses de fait sur la prévention des risques en milieu festif avec la région qui a mis en place un dispositif pour aider les festivals dans ces actions de prévention des risques. Donc on peut effectivement, on est 26 potentiellement pour leur prouver qu'ici il y a un manque, qu'ici on devrait investir ce champ. Et après voilà, ça nous demande aussi d'avoir des arguments. C'est pour ça par exemple qu'on est dans cette étude sur les schémas économiques par exemple. Ou sur l'utilité sociale. Anne-Claire, une question rapidement. Oui, rapidement, juste, alors, comme vous dites, sur le festival, on est là pour mesurer les consommations d'eau et de tenter de sensibiliser sur les réductions des consommations d'eau. Là, je comprends bien, mais maintenant, quand on demande de substituer ou de supprimer des équipements électriques, c'est un peu difficile pour les organisateurs de festivals qui ont besoin justement de ce matériel et qui ne peuvent pas s'en séparer. Il est vraiment pas question de ça en fait. Enfin, le but premier d'un festival, c'est quand même d'être un lieu de diffusion de la culture notamment. Il s'agit pas de tout changer, mais de faire en sorte que ce soit fait le mieux possible. Et donc c'est pas supprimer des appareils électriques si on a besoin, c'est de rationaliser, peut-être d'améliorer, parce qu'il y a un branchement par exemple qui pourrait permettre d'économiser, c'est éteindre la cafetière, c'est ce genre de gestes en fait, mais surtout ça doit pas toucher à l'intégrité et au projet culturel du festival, c'est pas du tout ça, c'est vraiment, nous on est dans une démarche vraiment d'amélioration des actions tout en gardant vraiment le cœur du projet et de chaque projet de festival parce qu'ils sont tous différents, donc et de garder toute cette diversité aussi, il faut surtout pas uniformiser. Et est-ce que parfois ça peut vous arriver de se dire finalement là il n'y a pas grand chose à améliorer quoi? C'est vrai que ça nous aide à faire nos choix parce qu'on a souvent des choix à faire. Ça nous aidera pas à faire nos choix artistiques, ça c'est sûr, mais ça nous aide dans nos choix. Après, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en œuvre et c'est vrai que c'est bien de prendre des fois du recul sur une fiche technique pour se dire est-ce que vraiment on doit aller là et comment on peut faire mieux. Mais en aucun cas ça va nous donner des choix artistiques, ça en aucun cas. On va devoir achever l'interview maintenant alors qu'on aurait pu tenir à peu près 1h30 sur le sujet. Merci beaucoup à toutes les deux. Je rappelle les adresses internet nécessaires pour aller plus loin. Le www.lecollectifdesfestivals.org et puis le festival Mythos qu'on suivra bien évidemment sur Canal B, www.festival-mythos.com avec notamment une démarche solidaire qui est la constitution de l'affiche au champ libre. Exactement. On est sur le participatif. Voilà, je me transforme en chargé de com de Mythos d'un coup. Donc, comme quoi, l'économie solidaire et le participatif, ça peut être aussi de l'artistique.